Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Génération IA. Et ça commence à faire pas mal d'épisodes maintenant, puisque il me semble que j'en ai fait 5, dont un avec un invité, le dernier avec Fred, dans lequel on a parlé de coder une application en partant de zéro grâce à l'IA. Bien évidemment, il y a une courbe d'apprentissage, vous verrez dans cet épisode si ça vous intéresse. Mais là, je reprends un épisode en solo, parce que c'est vrai que avec les invités, ça se porte vraiment sur un sujet spécifique. Donc ça peut intéresser ou ne pas intéresser l'audience, mais les épisodes en solo, j'essaye vraiment de traiter le sujet de façon globale afin qu'il soit accessible à tout le monde. Et c'est le but de ce podcast de démocratiser l'IA générative pour que tout le monde augmente sa productivité et prenne le train en marche. Parce que, comme je l'explique dans chaque épisode maintenant, il y a vraiment un fossé qui va se creuser, non seulement entre les gens qui utilisent l'IA générative et ceux qui ne l'utilisent pas, mais également entre les pays qui prennent le tournant de l'IA générative et ceux qui ne le prennent pas. Car effectivement, j'ai vu récemment que la Chine, non seulement a sorti ses modèles open source DeepSeek, mais également d'autres modèles Qwen sur Alibaba dont je n'ai pas parlé dans l'épisode 2 des concurrents, mais qui est très puissant. Mais la Chine prend tous ces tournants de l'innovation à fond. Et ça peut vraiment créer une différence avec les pays qui stagnent. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment aller de l'avant. Et il faut vraiment qu'en France, le gouvernement, les autorités, mettent tout en place pour que ce tournant de l'IA génératif se passe. Et heureusement qu'on a des acteurs comme Mistral en France. Mais c'est pas le sujet de ce podcast. Dans ce nouveau podcast, on va parler plutôt de la créativité des IA génératives, car vous savez, j'ai ma petite revue de presse créée par une tâche sur ChatGPT qui m'envoie des résumés IA hebdo, et même pas hebdo mais daily parce que je l'ai changé, donc tous les jours. Et c'est vrai que je regarde les actualités et souvent, comme je lui ai demandé des choses un peu surprenantes ou innovantes, je vois une IA conçoit une nouvelle molécule prometteuse contre la maladie d'Alzheimer. Une IA apprend à jouer à des jeux d'arcade avec un joystick physique. Une star IA devient une star au Japon. Un YouTuber entre guillemets 100% IA devient une star au Japon. Une IA découvre une nouvelle protéine pour réparer les tissus musculaires. En fait, il y a beaucoup de découvertes par l'IA dans cette petite newsletter. Et ça m'amène à penser, en fait, il y a ce débat sur le fait que est-ce que l'IA générative est créative ou non, dans le sens où quand on entraîne une IA générative, on lui passe tout un tas de données existantes. Et ensuite, on peut penser qu'elle va simplement mixer toutes ces données et prendre parmi ces données existantes. Donc il y a des personnes qui pensent, c'est un courant d'opinion, que l'IA générative n'a pas vraiment de créativité, qu'elle fait seulement que de reprendre des inventions faites par les humains à son compte. Et en mixant un peu tout ça, on peut croire qu'elle est un peu créative, alors qu'en fait, c'est seulement parce qu'on la nourrit d'art humain, de recherche scientifique faite par des humains, que au final, elle se les approprie pour faire des choses. Alors, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que l'IA ne fait que reprendre des choses par les humains? Parce qu'on a vu que également, il y avait eu cette petite trend sur Internet de refaire ces photos à l'image du studio Ghibli. Donc, c'est le studio japonais fondé par Miyazaki, où on pouvait passer une photo existante et puis elle l'a recréée avec cette patte de Miyazaki, ce style du studio Ghibli de manga. Et c'était hyper cool de pouvoir faire ça sur toutes ces photos. Et là, on se dit, oui, mais le copyright, est-ce que le studio Ghibli va toucher des royalties par rapport à ça? Mais en fait, là, on lui a demandé explicitement de le faire dans ce style à l'IA. Et les œuvres de Miyazaki sont disponibles sur Internet. Donc à partir de là, oui, elle sait refaire ça.
Maintenant, ce que j'aimerais souligner, c'est que là, c'est parce qu'on lui a demandé de le faire dans ce style, mais si on lui demande d'être créative, elle peut très bien inventer un nouveau style. Elle peut très bien le faire différemment d'une façon qui n'a jamais été faite. Et c'est pour ça que il y a des découvertes qui se font grâce à l'IA, des inventions, parce que l'IA va partir d'un contexte, d'un postulat, et ensuite va prédire tout ce qui peut s'en suivre. Et donc, par exemple, pour une image, quand elle génère une image, elle va générer des points aléatoirement, et puis après, ça va assembler tous ces points pour faire vraiment une image. Eh bien, l'IA, en fait, peut être créative, et on l'a vu dans plusieurs découvertes qui n'ont jamais été faites par des humains. Donc on peut pas dire que l'IA avait été entraînée sur des corpus, humains. Enfin, elles l'ont été, mais ce n'est pas ça qui a fait qu'elle a découvert forcément quelque chose. Par exemple, je vais vous citer plusieurs exemples qui prouvent que l'IA générative, en plus d'être intelligente, comme on l'a vu dans un épisode dans lequel je parle de l'intelligence de l'IA générative, bien que ça reste une opinion générale, j'essaye de donner des faits et des sources, mais il y a des chercheurs de très haut niveau qui ne sont même pas d'accord sur l'intelligence des IA. D'ailleurs, le concept même d'intelligence peut avoir plusieurs définitions. Mais là, je vais vous citer des exemples concrets qui montrent que l'IA générative peut être créative. Déjà, dans les épisodes précédents, si vous les avez écoutés, notamment celui sur le prompting, je lui demande à un moment de créer un métier du futur. Eh bien, elle a interprété toutes les données existantes et elle a sorti un métier du futur. Et je pense que c'était vraiment une création. C'est-à-dire qu'il y a personne sur Internet qui a anticipé, qui a parlé de ce métier du futur qui aurait pu se trouver dans les données d'entraînement de ce modèle. Elle est vraiment partie d'un postulat existant et elle a prédit en fait la suite de ma question. Et c'est pareil pour le poème que j'avais demandé donc dans l'épisode 1 à mes parents. Je l'avais demandé sur un thème particulier. Elle a inventé un poème qui rime en reprenant à son compte ce que je lui avais demandé d'intégrer dans ce poème. Et ça, si vous y réfléchissez bien, c'est vraiment une sorte de preuve de la créativité intrinsèque de l'IA et qu'elle peut inventer des choses qui n'existent pas. Alors, j'ai demandé au mode recherche approfondie de ChatGPT de me fournir 5 exemples concrets qui prouvent que l'IA générative fait preuve de créativité intrinsèque et non copie ou s'inspire d'œuvres existantes. Bon, s'inspire, ça c'est un peu différent. C'est vrai que on s'inspire toujours de quelque chose et les IA également, mais c'est valable également pour les humains. Quand un humain invente quelque chose, il s'inspire toujours d'autre chose. Et je lui demande que les exemples doivent être unanimes, choquants, surprenants et accessibles à tous. Et également récents dans une diversité de domaines. Donc ça, je mets le mode recherche approfondie de ChatGPT, où je demande à l'IA générative elle-même de me générer des exemples. Elle regarde sur Internet, notamment dans les actualités, en faisant des recherches sur Google, en synthétisant tout ça. Et voici les 5 exemples, les 5 preuves que l'intelligence artificielle générative est créative intrinsèquement. Le premier exemple, une photographie générée par IA remporte un concours artistique. Donc l'image s'appelle The Electrician, donc l'électricien en français, qui a été créé par l'IA DALL-E 2, donc c'est le générateur d'images de OpenAI, qui a remporté un prix de photographie avant d'être révélé comme étant généré par IA. C'est ça qui est intéressant, c'est que le jury n'a pas été biaisé puisque personne n'avait révélé que cette photographie avait été générée par IA. Donc, je vais vous lire rapidement la description. En 2023, une œuvre visuelle entièrement produite par intelligence artificielle a trompé les experts du Sony World Photography Awards. L'artiste allemand
Boris Elgassen a soumis The Electrician, une scène rétro évoquant les portraits des années 1940, dans la catégorie créativité du concours et a remporté le premier prix. Le jury la trouvait fascinante et empreinte de la nostalgie des années 1940. Après l'annonce de sa victoire, Elgassen a révélé qu'il avait généré l'image avec l'IA DALL-E 2, refusant le prix pour provoquer un débat sur la place de l'IA en art. Le fait qu'une image synthétique puisse être primée dans un concours de photographie sans existence préalable ni référence directe à une œuvre existante démontre le pouvoir créatif surprenant de l'IA, capable de concevoir de toute pièce une photo si convaincante qu'elle a trompé des professionnels. C'est du lourd. C'est du lourd, le premier exemple qui nous a sorti. Donc je vais pas vous faire la synthèse de ce que je viens de vous lire. C'était très bien décrit. C'est ChatGPT d'ailleurs qui m'a fait cette description. Mais j'ai l'image sous les yeux. Vous pouvez la trouver sur Internet en tapant The Electrician. Tenez, The Electrician. Je vais tester. Image IA peut-être. Ouais, image IA. Et oui, vous la trouvez dans les premiers résultats. C'est vrai que l'image est vraiment surprenante parce que l'IA, en fait, a fait dans le style photographique des années 40 en noir et blanc. Et il y a vraiment des ombres. Même l'image, on peut voir que la photographie, elle est un peu abîmée. Qu'il a rajouté ce genre de détails. C'est vraiment impressionnant de voir même les expressions sur le visage de ces deux femmes qui sont représentées dans l'image. Une sorte d'angoisse des années 40, comme disait la description. Et même les coiffures, c'est vraiment les habits. C'est vraiment une image qui, effectivement, je vois pas vraiment de détails qui montreraient que ce soit une IA. Vous savez que souvent, le test, c'est de compter le nombre de doigts. Parce que c'est vrai que les images, les IA, pendant un certain temps, représentaient les humains avec parfois 4 doigts, parfois 6 doigts. En fait, les mains, c'était la partie la plus difficile pour une IA à représenter. Parce que peut-être que quand elle prédisait en fait le doigt suivant, elle se base sur le doigt d'avant et puis si les doigts se ressemblent, etc., parfois elle en rajoutait un. Donc là, il y a le bon nombre de doigts, tout est parfaitement proportionnel et bien représenté. Et bon, ce problème du nombre de doigts qui était quand même un gros problème pour la génération d'images pendant des mois, personnellement, je ne l'ai pas revu depuis un moment, donc je pense que les derniers modèles, se sont améliorés au point que ce problème soit désormais réglé. Mais le premier exemple est intéressant puisqu'il concerne la photographie. On va passer au deuxième exemple qui est une chanson inédite imitant Drake et The Weeknd enflamme le web en 2023. Donc là, c'est un autre domaine que la photographie, c'est la musique. Et les IA sont capables de créer de la musique. Il y a plusieurs outils d'IA générative qui permettent de générer des musiques via simplement un prompt. Donc on peut lui prompter ce qu'on veut. On peut aussi choisir éventuellement certains styles. Je vous lis la description. En avril 2023, un morceau intitulé Heart on My Sleeve a fait sensation en ligne car il semblait réunir les voix des stars Drake et The Weeknd alors qu'il a été entièrement généré par une IA. Ce titre a été créé par un internaute anonyme à l'aide d'un modèle d'IA capable d'imiter le timbre vocal et le style des deux chanteurs. La chanson, une composition originale avec de nouveaux lyrics et une instrumentale inédite, a été mise en ligne et est rapidement devenue virale. De nombreux fans stupéfaits ont cru à une fuite authentique et ont même jugé le morceau aussi bon que du vrai Drake. Et la dernière phrase de la description, en quelques jours, Heart on My Sleeve a accumulé des millions d'écoutes avant d'être retiré pour des questions de droit. Cet épisode marquant a montré que l'IA générative pouvait créer de toutes pièces un hit musical crédible et surprenant, ouvrant autant de possibilités créatives qu'il soulève de défis juridiques et éthiques. Encore une fois, c'est du lourd. Et j'ai retrouvé la chanson et je vais pouvoir vous la mettre pour que vous jugiez par vous-même si vous devinez que c'est une IA ou pas.
Ice like Celine, not a flex, ayy. Bumping Justin Bieber, the fever ain't left, ayy. She know what she need, all she blessed, ayy. Give it my best, ayy. Yeah, I got my heart on my sleeve with a knife in my back. What's with that, ayy? 21, I love him, now my brother, that's my stat, ayy. Metro made the beat, so you know that it's gon' slap, ayy. Yeah, it's gon' slap, ayy. Tough, run it back. Talking to a diva, yeah, she on my nerves. She think that I need her, kick her to the curb. All I know is you couldn't have the world, yeah, you were my world. Got these girls on my neck, got these girls on my track, like Selena, baby, on my cheating, baby, yeah. She taking a Lambo for a drive, from the fancy door, and she way out the store. Je vous la mets dans la description si vous voulez l'écouter en entier, mais c'est un banger, les amis. Franchement, c'est impressionnant, d'autant plus que même les lyrics de cette musique ont été inventés par l'IA, mais dans le style de Drake et de The Weeknd. Donc c'est vraiment... là, si vous voulez, on lui a demandé explicitement d'imiter Drake et The Weeknd, et il a inventé un nouveau hit avec une nouvelle instru et des paroles dans leur style, mais ils n'avaient jamais fait de feat ensemble, et du coup là, ça permet de voir ce que ça va donner. Et vraiment, moi j'aime beaucoup ce morceau, donc je vais le réécouter parce que je l'avais jamais écouté, je crois. Mais si on lui avait demandé dans un autre style, mais sans imiter Drake et The Weeknd, l'IA aurait également fourni ça. Je pense que là, on lui a demandé dans ce style parce que Drake et The Weeknd ont un grand public, et que c'est vrai que du coup, ça fait tout de suite un public pour écouter la musique. Mais l'IA a vraiment fait preuve de créativité parce qu'elle a inventé ce morceau avec une instru et des lyrics qui ont été créés, qui vont bien ensemble. Le rythme était bon, il y a des basses, c'est vraiment impressionnant. Passons au troisième exemple, qui est encore un autre style. Je lui ai demandé de me fournir plusieurs styles, donc on va voir que sur les 5 exemples, il n'y a pas par exemple 2 musiques ou 2 photographies. Le troisième, c'est un roman qui a été écrit par IA et qui gagne un prestigieux prix littéraire. Bon, je précise qu'il a été partiellement écrit par une IA. Et c'était en 2024. Dites-vous que maintenant, avec les progrès que fait l'IA, en 2025, on peut clairement écrire encore mieux. D'ailleurs, ça se trouve que les prochains artistes, les artistes du futur, ce seront des gens qui savent prompter une IA et qui savent vérifier la qualité. Parce que si on sait bien prompter, si demain je veux écrire un livre, ça va me prendre certes un peu de temps parce qu'il va falloir que je fasse le sommaire, que déjà je brainstorm avec l'IA par rapport à l'histoire, etc. Ensuite que j'écris tous les chapitres. Donc ça va me prendre du temps et c'est pas dans mes projets. Mais dites-vous que n'importe qui peut créer un roman et que si on utilise bien l'IA générative et qu'on prompte bien, on peut créer un roman qui est très très solide. Je vous lis la description de ce roman qui a gagné le prix littéraire avec l'IA. En janvier 2024, la romancière japonaise Ri Kudan a reçu le très respecté prix Akutagawa pour son roman La Tour de la Sympathie à Tokyo, une œuvre de science-fiction explorant notamment la relation entre humains et IA. Fait inédit, l'autrice a révélé dans son discours de réception qu'elle avait utilisé ChatGPT comme co-auteur. Environ 5% du texte final provient directement de l'IA, incorporé ensuite dans le récit. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'elle a coécrit ce livre avec l'IA, et ce livre parle de la relation entre humain et IA. En fait, je parle dans mes épisodes précédents que en fait, on peut parler de l'IA à l'IA elle-même. C'est ça qui est exceptionnel aussi. Et on peut améliorer nos prompts avec ChatGPT pour prompter dans ChatGPT. C'est un peu le Inception de l'IA. Je vous lis la suite. Les jurés avaient qualifié le roman d'à peu près parfait sur le plan littéraire, sans se douter qu'une partie avait été générée par machine. Ri Kudan assume pleinement cette collaboration homme-IA, affirmant vouloir bien travailler avec les IA pour exprimer sa créativité. Alors ça, je trouve ça super intéressant,
Et pareil, j'en parle dans d'autres podcasts. En fait, il y a 2 approches. La première approche serait de dire: «Mince, on est foutu, l'IA écrit mieux que nous, il faut interdire l'IA». Ça, ce serait la première approche qui est pour moi qui ne mène à rien, en fait, parce que déjà, les autres pays n'interdiront pas l'IA et si vous ne la maîtrisez pas, eh bien oui, elle va vous manger. Hem, mais là, l'approche de l'auteur dit: «Assume la collaboration homme-IA, affirmant vouloir bien travailler avec les IA pour exprimer sa créativité». Donc elle se sert de l'IA pour exprimer sa créativité, parce que l'IA va booster sa productivité, va booster sa créativité, parce que l'IA est créative et elle pourra brainstormer avec l'IA sur son roman, elle pourra discuter de son roman avec l'IA, inventer des nouveaux chapitres avec l'IA. Et pour moi, c'est ça l'approche qu'il faut qu'on ait, c'est se servir de l'IA pour exprimer sa créativité, pour booster sa productivité, pour tout un tas de choses en fait. Il faut apprendre à vivre avec les IA, apprendre à leur parler. Et je vous lis la suite. Ce succès retentissant suggère que l'IA peut apporter une contribution créative tangible en écriture en produisant du contenu original suffisamment qualitatif pour convaincre les critiques les plus exigeants. Ça me fait penser que, vous savez, dans les articles sur LinkedIn, les posts, etc., ceux qui utilisent l'IA sans bien prompter, eh bien, quand ils vont faire un post qui sera écrit par de l'IA, ça se voit en fait. Tout le monde le voit et c'est vraiment nul. C'est vraiment nul parce que on en a marre de voir des articles bidons écrits à l'IA. En revanche, quand c'est bien utilisé comme cet auteur l'a fait, bien prompté, eh bien, même un jury d'un prix littéraire n'a pas vu que c'était écrit par une IA. Donc, je vous explique dans l'épisode 1, je crois, comment bien utiliser l'IA pour écrire. Et je vous explique dans l'épisode sur comment parler à une IA, je crois que c'est l'épisode 3, comment faire pour que comment se différencier entre un post écrit par une IA avec un simple prompt: «Écris-moi un article qui parle de quelque chose» et un vrai prompt travaillé qui va vous sortir un résultat qui ne sera pas forcément différenciable d'un humain, mais qui sera très pertinent et qui aura beaucoup de succès certainement. Le numéro 4 est un domaine tout autre, un design architectural imaginé par IA, construit dans le monde réel. Ça a l'air aussi assez fascinant parce que c'est pas ChatGPT, c'est Midjourney, l'IA qui génère des images, qui a designé une architecture et il y a des gens qui se sont dit: «On va la construire dans le monde réel» et ça fonctionnait plutôt bien. Je vous lis l'article. L'IA s'aventure désormais sur le terrain du design architectural en concevant des formes que l'humain n'aurait peut-être pas imaginées. En 2024, le designer Arturo Tedeschi a présenté l'un des tout premiers bâtiments conçus en grande partie par une IA. Son équipe a d'abord employé l'outil génératif Midjourney pour obtenir un concept visuel audacieux d'un pavillon aux formes anguleuses et complexes. À partir de cette image surréaliste produite par l'IA, un modèle 3D détaillé a été élaboré puis converti en plan de fabrication. Finalement, la structure a été assemblée en vrai, avec une ossature en acier reproduisant fidèlement les courbes et facettes générées par l'algorithme. Le résultat exposé sous forme de module architectural est étonnant. L'IA a donné naissance à une esthétique originale, un édifice géométrique quasi organique, sans équivalent préexistant. Ce projet pionnier démontre que l'IA peut agir comme un créateur à part entière en design, en fournissant des idées constructibles inédites qui repoussent les limites de l'imagination architecturale. C'est impressionnant. J'avoue que je lui avais demandé des exemples choquants, il m'a pas déçu. Là, j'ai, si vous voulez, l'image du design fait dans Midjourney et puis l'image en vrai. Et effectivement,
Midjourney avait seulement généré l'ossature et eux ont rajouté par-dessus une couche. Mais l'ossature reste la même. Et dites-vous que pour l'architecture, c'est quand même impressionnant parce qu'il y a tellement de contraintes. Il y a tellement de contraintes architecturales que le design qui génère doit pouvoir prendre en compte toutes ces contraintes. Et là, ça a été le cas puisque maintenant ce bâtiment existe littéralement dans le monde réel. Alors oui, il y a eu du travail d'un cabinet d'architectes des 3D pour élaborer, convertir ce plan en bâtiment, mais si l'architecture initiale n'avait aucun potentiel, eh bien, il n'aurait jamais réussi à reproduire cette œuvre. Donc l'IA, une fois de plus, a fait preuve de créativité. Je crois que, vous savez, on peut partager, on peut partager des conversations ChatGPT, comme je vous l'avais dit dans l'épisode 1 où on décortique ChatGPT. Et du coup, je vais vous mettre cette conversation dans la description du podcast, puisque dans cette conversation, vous avez toutes les sources et vous avez les images, donc l'image de la photographie, vous avez la chanson, vous avez le roman, là, le design architectural. Donc, vous pourrez directement tout voir en partageant, en cliquant donc sur le lien que je vais vous partager via le chat. On passe au dernier exemple que le mode recherche avancée de ChatGPT m'a sorti pour vous prouver que l'IA générative fait preuve de créativité. Découverte par IA d'un nouvel antibiotique contre une superbactérie en 2023. Donc encore une fois, un nouveau domaine qui n'a pas été pris en exemple. Au-delà des arts, l'IA fait preuve d'une inventivité remarquable dans les sciences. En 2023, des chercheurs en biologie ont utilisé une IA pour découvrir une molécule antibiotique entièrement nouvelle, baptisée abocine, capable de tuer une bactérie hospitalière mortelle et ultra résistante au traitement. Concrètement, ils ont entraîné un modèle d'IA sur des données de centaines de molécules connues, puis l'ont chargé de parcourir des milliers de composés chimiques jamais testés pour prédire lesquels auraient des propriétés antibiotiques. En à peine quelques heures, l'IA a sélectionné quelques candidats prometteurs parmi les 6680 molécules examinées. Les tests en laboratoire ont confirmé l'efficacité d'un de ces composés, abocine, contre le redoutable Acinetobacter baumannii, classé parmi les pathogènes les plus dangereux par l'OMS. Cette découverte, qui n'est ni une copie ni une variante d'un antibiotique existant, illustre le potentiel créatif de l'IA en recherche scientifique. L'algorithme a exploré un espace chimique inconnu et y a déniché un remède inédit, ouvrant la voie à de nouvelles inventions médicales que l'esprit humain seul n'aurait peut-être pas trouvées si rapidement. Franchement, une fois de plus, on peut voir que l'IA générative non seulement ici fait preuve d'inventivité puisque elle a prédit quelles molécules seraient les plus probables pour traiter cette bactérie, mais en plus, on voit que l'IA générative améliore notre vie à tous. Et ça, c'était en 2023, mais imaginez dans les années qui viennent. Déjà, depuis 2023, des progrès ont dû être faits. Et dans les années qui viennent, l'IA va booster tous les domaines de la vie, que ce soit la médecine, le juridique, le business. Et vous allez, on va même pas s'en rendre compte forcément, mais ça se trouve dans 5 ans, eh bien, il y aura un traitement viable contre la maladie d'Alzheimer. Ça se trouve dans 5 ans, il y aura un traitement viable contre les cancers grâce à l'IA. Imaginez quand même le potentiel de l'IA générative et l'impact que ça peut avoir sur notre vie. Donc, franchement, il ne faut pas être réticent à l'IA générative. Par contre, évidemment que comme toutes les inventions, il peut y avoir un revers à ça, notamment les armes, par exemple, qui intègrent de l'IA générative. Donc, comme toute invention, il faut poser un cadre, mais quand on l'utilise pour faire le bien de l'humanité, eh bien, on n'est pas prêt de voir les progrès que l'on va faire dans les années qui viennent et que l'on est déjà en train de faire. C'est tout simplement bluffant. Et dans mes résumés IA Hebdo, j'avais pas mal de découvertes de médicaments, d'antibiotiques, etc.
Et je vais peut-être revenir également sur une petite actualité, parce qu'elle fait écho à quelque chose que j'avais vu. Donc l'actualité, c'est un lycée new-yorkais remplace les manuels d'histoire par un assistant IA. Ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant qu'un établissement, en fait, teste un système où les élèves interagissent avec une IA pour explorer l'histoire sous forme de dialogue dynamique. On nous dit donc que les résultats sont prometteurs, mais certains enseignants craignent une dépendance excessive à la technologie. Bah oui, oui, nous sommes dépendants à la technologie, effectivement, mais du coup, avant ça, on était dépendants aux livres d'histoire ou on était dépendants aux professeurs d'histoire. Donc en fait, évidemment qu'on est dépendant, mais on est dépendant parce que ça nous apporte beaucoup. C'est ça le truc. Donc, je trouvais ça hyper intéressant. Je me disais que justement, il pourrait par exemple faire parler des personnages comme par exemple Jules César. On pourrait converser avec Jules César et il nous répondrait à sa façon, etc. Ça peut être vraiment incroyable. Et même plus tard avec des vidéos d'IA générative. On pourrait même, par exemple, quand on visite un lieu, avoir de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle. Je sais que c'est déjà le cas, notamment pour la restauration de la cathédrale de Notre-Dame à Paris. Mais là, on pourrait avoir ça, par exemple, sur son smartphone ou avec des lunettes de réalité augmentée. On regarde un endroit et on pourrait choisir l'époque à laquelle on veut voir cet endroit. Et puis on aurait les gens qui seraient déguisés comme à l'époque. On pourrait avoir les paysages qui sont comme à l'époque, des ruines romaines restaurées, etc. Donc ça peut aller très loin, cette histoire. Et là, j'ai trouvé ça vachement cool parce que dans l'éducation, c'est vrai que, surtout en France, on a gardé la même méthode d'éducation depuis plus de 100 ans. Or, les temps ont changé. Alors, c'est bien de revoir la théorie, les bases, etc. Mais je trouvais ça hyper intéressant de pouvoir avoir des échanges interactifs avec de l'IA générative qui serait vraiment orienté pour explorer, par exemple, l'histoire. Ça peut être pareil pour les mathématiques. On pourrait créer un GPT ou créer un modèle d'IA générative qui serait vraiment un professeur de mathématiques hyper pédagogique, qui ne nous donnerait pas toutes les réponses tout de suite, mais qui nous donnerait des métaphores, qui nous donnerait des exemples toujours hyper créatifs pour qu'on apprenne. Et c'est pareil sur l'histoire. On pourrait demander qu'il nous explique, par exemple, la Seconde Guerre mondiale en utilisant des mots adaptés à aujourd'hui ou des métaphores adaptées à aujourd'hui. Je sais qu'il y a une page sur Instagram qui explique des théorèmes mathématiques avec la voix de Jul, SCH ou d'autres rappeurs connus. C'est hyper marrant et pédagogique. Donc, on peut faire preuve de créativité, utiliser l'IA générative dans l'éducation pour plein de choses. Et pour moi, vraiment, l'IA générative, c'est l'avenir de l'éducation. Et pour moi, l'éducation, c'est un des domaines qui a besoin le plus d'être réformé et d'être adapté à aujourd'hui. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas que les élèves apprennent la théorie et les bases, mais ils pourraient apprendre grâce à l'IA générative et non se substituer à l'IA générative en demandant tout sans vraiment comprendre. Donc, je vais faire d'autres revues de presse et revenir sur d'autres actus plus tard. Dites-moi si ce format vous a plu. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup, c'était Guillaume. Ciao.